Bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver pour cette vidéo et ravie aussi de venir ce soir vous parler de confiance en soi. C'est un sujet, d'abord qui me passionne, c'est un sujet qui me paraît hyper important, on va voir ensemble que c'est même carrément vital et puis c'est un sujet, vous allez voir, qui est aussi complètement, en accord avec tout ce qu'on vit depuis ces histoires de confinement, de covid et cetera, parce que ça impacte énormément, notre santé physique, morale et notre fameuse confiance en nous. Alors, bonsoir à tous. Je vois que vous êtes en train de vous connecter les uns après les autres. Donc, on va attendre 2-3 minutes, mais pas plus, hein. C'est les joies d'être d'être en webinaire. C'est que normalement, on ne peut pas prétendre avoir eu du mal à se garer. On ne peut pas prétendre être dans les bouchons. Normalement, si vous voulez suivre, vous êtes là et on démarre ensemble. Bonsoir Pierre, bonsoir Marlène, bonsoir Frédéric. Bonsoir Tiffaine, Emma, bonsoir, bonsoir Séverine, bonsoir Clem, Mélanie, Mireille, Bruno, bonsoir Marie, ça fait plaisir que tu sois là Marie. Euh, voilà. Bon, tout le monde est là, ça fait plaisir. Allez, et ben alors, on y va, j'ai plein de choses à vous dire, donc on est parti. Alors, pour vous parler de confiance en soi, l'outil que j'ai trouvé le plus adéquat, c'est l'outil analyse transactionnelle. Vous savez, la dernière fois, pour vous parler d'objectifs, j'avais pensé que la PNL était ce qui vous offrait l'outil le plus adéquat pour vous fixer des objectifs. Alors, pour vous parler de confiance en soi, je préfère passer cette fois-ci par l'analyse transactionnelle. Alors, on va recommencer au commencement. Figurez-vous que la première fois où on s'est occupé de cet outil, c'est au XIIIe siècle, non, au XVIIIe, pardon, XVIIIe siècle, et j'ai noté son nom parce que j'arrive pas à le prononcer, c'est Frédéric II de Hohenstaufen. Hohenstaufen, vous irez voir sur Internet, Frédéric II de Hohenstaufen, qui était donc un roi allemand et qui se prenait pour un grand scientifique et qui voulait savoir quelle langue parleraient des enfants à qui on n'en avait enseigné aucune. Ce roi espérait évidemment prouver que la langue spontanée et naturelle qui jaillirait des petits gosiers serait l'allemand, tant qu'à y être. Et pour faire son expérience, eh bien, il a pris des bébés nouveau-nés dans un orphelinat. Et pour que l'expérience ne soit pas faussée, il a demandé au personnel de ne pas parler aux enfants, de ne pas parler en la présence des enfants, et ils ont mis les berceaux suffisamment loin les uns des autres pour ne pas qu'ils se parlent entre eux, puisqu'on s'est aperçu que les jumeaux, par exemple, se créent une langue en poussant des cris et ils arrivent finalement à créer un langage. Donc les enfants étaient placés à l'isolement, seuls dans une pièce. Le personnel rentrait en silence, les changeait, les nourrissait et ressortait. Eh bien, ce roi allemand n'a pas pu savoir quelle langue parleraient ses enfants parce qu'ils sont tous morts très vite, sans explication. Triste expérience quand même, mais utile aussi pour la science malheureusement. Par la suite, dans les années 50, donc c'est un peu plus récent, on a reproduit l'expérience avec des chimpanzés. Trois groupes de chimpanzés, chimpanzés élevés par des robots de métal, chimpanzés élevés par des robots de métal emballés dans de la peluche et chimpanzés élevés par les mamans chimpanzés. Eh bien, figurez-vous que l'expérience s'est renouvelée. Bien qu'ayant une nourriture tout à fait équilibrée, les bébés chimpanzés élevés par les robots de métal sont tous morts très vite. Les bébés élevés par les robots de métal emballés dans de la peluche ont survécu, mais sont restés débiles, inadaptés et ont somatisé, tiens donc, des maladies de peau et des maladies pulmonaires. Quant aux bébés chimpanzés élevés par les mamans chimpanzés, eh bien, ils se sont retrouvés en pleine forme et se sont parfaitement intégrés à la vie de leur communauté de singes. Alors, à travers ces sinistres expériences, ce qui a été démontré, c'est qu'en plus d'air, de sommeil et de nourriture, les êtres vivants, et a fortiori les êtres humains, ont besoin de quelque chose de plus impalpable que l'analyse transactionnelle a appelé des signes de reconnaissance. Grâce à ces expériences monstrueuses, on a pu isoler finalement
l'atome de vivance, l'atome de confiance en soi, le plus petit particule de ces signes de reconnaissance qui nous permettent de rester en vie. Alors, déjà, première chose vraiment établie, c'est un besoin vital. Sans signe de reconnaissance, on se ratatine et on meurt. Ça a été scientifiquement prouvé et d'ailleurs, comme les humains ne sont pas en reste, ils ont su en faire une torture. Quand on laisse une personne toute seule dans une pièce, sans aucune stimulation, au bout d'un moment, elle devient folle et elle cherche à se tuer. Tellement le manque de signe de reconnaissance est quelque chose qui est d'une souffrance infinie. Alors maintenant, je voudrais vous expliquer un petit peu plus ce qu'est ce signe de reconnaissance. Eh bien, ce signe de reconnaissance, c'est un paradoxe, c'est juste une preuve de mon existence. Et le paradoxe est le suivant, je ne peux être en vie que tant que j'ai des preuves que j'existe. Si je n'ai plus de preuves que j'existe, je bascule dans un néant plus angoissant que la mort et je vais attenter à mes jours, d'où les tentatives de suicide au mitard, par exemple en prison. Pour que vous ayez une idée de ce néant dans lequel on bascule sans signe de reconnaissance, je vais partager avec vous une expérience qu'on a tous vécue à un moment donné. Vous êtes dans la rue, vous avancez tranquillement, puis il y a une personne qui vient vers vous, qui vous fait des grands signes, qui a l'air toute contente de vous voir, et quand elle s'approche, vous vous rendez compte qu'en fait, elle s'adresse à une personne derrière vous. Vous la voyez la situation, vous l'avez vécue? Vous sentez cette espèce de petit malaise âcre qu'on ressent, on est tout déstabilisé, tout honteux, c'est horrible à vivre, c'est horrible à vivre quand les signes de reconnaissance s'adressaient à la personne derrière moi. Parce que non seulement c'est pas pour moi, mais en plus ça me met dans une espèce de transparence puisque c'est passé à travers moi pour atteindre l'autre derrière. Eh bien, ce petit malaise qu'on ressent tous dans cette situation, c'est l'antichambre, je dirais, c'est juste, l'apéritif, c'est juste un tout petit morceau du néant dans lequel on peut basculer quand on est privé de signes de reconnaissance. Donc c'est vraiment important de réaliser ça. J'ai en permanence besoin de preuves de mon existence pour pouvoir me sentir exister. Voilà. Alors, ces signes de reconnaissance, eh bien, ils peuvent être verbaux ou non verbaux, ça n'a pas d'importance, du moment que quelqu'un, quelque part, finalement, tamponne mon certificat d'existence. Hein. Je peux, par exemple, je croise une voisine, je peux soit lui dire bonjour Madame Duplomb, dans ce cas-là, c'est un signe de reconnaissance verbal, ou bien je peux lui faire juste un signe de la main, hein, un petit sourire de loin, c'est aussi un signe de reconnaissance non verbal. Verbal ou non verbal, peu importe. L'important, c'est que j'ai tamponné le fait que vous êtes en vie, votre certificat de vie. Oui, oui, je t'ai vu, tu existes, tu n'es pas transparente, tu existes bien, tu n'es pas complètement dans le néant. Verbaux, non verbaux, positifs ou négatifs, ça n'a pas tellement d'importance non plus. C'est-à-dire que, on le dit des enfants qu'ils préféreront toujours être disputés plutôt que d'être ignorés. C'est vrai pour les grands aussi. On préférera encore se disputer plutôt que de laisser l'espace à l'autre de nous ignorer. On a tous vu des enfants réagir comme ça, aller à la pêche au signe de reconnaissance, hein, faire en sorte, «Maman, maman, regarde» et au bout d'un moment, si on ne regarde pas, l'enfant va faire une bêtise pour se faire gronder ou va se faire mal tout seul parce que, il sera tellement déstabilisé par le fait qu'on s'occupe pas de lui. C'est-à-dire quand l'enfant commence à dire: «Maman, maman, regarde» ou «Papa, papa, regarde, regarde, regarde ce que je sais faire, regarde-moi, regarde-moi». Quand ça devient lancinant comme ça veut dire: «Papa, maman, j'ai besoin de votre attention braquée sur moi comme des projecteurs pour me sentir exister» et plus l'enfant va dire: «Regarde, regarde maman, regarde», plus ça veut dire qu'il est en train d'être en détresse de ne pas avoir ce regard-là. Alors, j'utilise le mot regard parce qu'effectivement, le regard est le meilleur support de signe de reconnaissance. C'est parce que je vous regarde que vous existez. Si je ne vous regarde pas, vous n'existez plus. C'est vraiment intéressant de réaliser ça. C'est d'ailleurs ce que disent les SDF. Ce qui leur manque le plus quand ils sont dans la rue, c'est quelqu'un qui ose les regarder vraiment dans les yeux, de regarder leur visage.
la plupart des gens croisant des SDF, les fuient le regard, ils disent: «Bonjour, vous auriez pas une pièce?» et nous on passe, on n'ose même pas les regarder parce qu'on a honte, parce qu'on ne veut pas se faire accrocher, parce qu'on ne veut pas se faire embêter et donc les SDF, ce qui leur manque le plus, c'est un regard posé sur eux pour se sentir exister. C'est vrai pour les SDF, c'est vrai pour les enfants qui crient: «Maman, maman, regarde», mais c'est vrai aussi pour un conjoint, pour une conjointe. Messieurs, si vous êtes, vraiment honnêtes et objectifs, combien de fois votre femme vous a reproché: «Tu ne me regardes plus». Hein, vous, vous êtes plus discret, vous le demandez moins, mais «Tu ne me regardes plus», ça veut dire: «J'ai besoin de ton regard sur moi pour me sentir être vivant». Donc c'est hyper important. Donc des signes de reconnaissance, verbaux ou non verbaux, positifs ou négatifs, ça n'a qu'une importance relative. Et ces signes de reconnaissance, ils peuvent être donnés par l'environnement, les gens qui me regardent, qui me parlent, qui me disent des choses ou qui me touchent, qui me caressent ou qui me mettent une claque, du moment que je suis matérielle, hein. En anglais, le signe de reconnaissance, ça se dit stroke et stroke, ça veut dire à la fois coup et caresse. En fait, ça veut dire contact. Donc contact, contact physique, contact, visuel, voilà, peu importe, contact. Et donc ce contact, et ben, je peux me le donner à moi, hein. Je peux faire de l'autocontact, donc souvent, vous savez, les gens qui ont des tics comme ça, ou qui se passent les mains dans les cheveux ou hein, voilà, tout ça, c'est de l'autocontact, c'est j'existe, je suis là, je suis entière, je sens que je suis matériellement existante et que j'ai voilà, que j'ai une consistance. Donc coup ou caresse, donné par l'extérieur, donné par moi-même. Si par exemple, je suis dans la rue profondément distraite et que je me prends un réverbère, et ben, ce sera un signe de reconnaissance négatif, douloureux, donné par l'environnement, mais bon sang, qu'est-ce que je me rendrai compte que je suis bien consistante, que je ne suis pas complètement volatile. Donc finalement, quelquefois, se faire mal, ça fait du bien aussi et vous réfléchirez, vous ferez vos petites connexions, mais il est possible qu'il y ait des fois où vous vous êtes fait mal, et ben, vous étiez dans une période où vous manquiez de signes de reconnaissance et vous vous sentiez vous diluer comme ça dans l'univers, comme si vous deveniez gazeux, quoi. C'est l'impression qu'on a quand on manque de signes de reconnaissance. Voilà, un besoin vital de preuve de notre existence pour se rendre compte qu'on n'est pas transparent, qu'on n'est pas volatile, qu'on est consistant, visible. C'est ça qui nous permet de nous sentir exister. Quand on a arrêté d'embêter les chimpanzés avec nos expériences idiotes, on s'est rendu compte qu'en fait, des signes de reconnaissance, il en existait 4 grandes catégories. Comme je vous l'ai dit, les positifs et les négatifs. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des signes de reconnaissance conditionnels et des signes de reconnaissance inconditionnels. Donc, je vous ai fait un petit tableau. euh, Si vous voulez prendre le temps de le regarder, conditionnel positif, inconditionnel positif, conditionnel négatif, inconditionnel, heu, conditionnel négatif, inconditionnel négatif. 4 grands signes de reconnaissance. Alors, on va commencer par les conditionnels. Les signes de reconnaissance conditionnels, comme leur nom l'indique, sont donnés assortis d'une condition. Je te donne ce signe de reconnaissance à condition que. Donc, il s'adresse à nous dans nos actes et dans nos paroles, dans nos avoirs, hein. C'est si je dis par exemple à ma meilleure amie: «Oh, tu es belle avec cette robe», la condition à ce qu'elle soit belle et qu'elle porte cette robe. Si je dis, «Ah, j'aime pas ce pull», je dis: «Tu es moche à condition de porter ce pull», hein. Si je dis à la standardiste de mon travail: «Ah, ce que j'aime chez vous, c'est que vous avez toujours le sourire», je lui dis: «Ma cocotte, je t'apprécie tant que tu as le sourire. Tu as pas intérêt à faire la tête quelque part». Et donc c'est le problème et l'avantage des conditionnels, c'est qu'ils sont donnés avec une condition. Si la condition n'existe pas, ils peuvent être annulés. Donc quand c'est des signes de reconnaissance conditionnels négatifs, c'est quand même agréable de se dire: «Je peux l'enlever». Par exemple, si vous me dites: «Tu es moche avec ce pull», il suffit que je ne mette plus ce pull et vous me direz plus que je suis moche.
Si vous me dites: «Tu es belle avec cette robe», il suffit que je mette cette robe et je me sentirai belle avec. Vous voyez? Alors, ce qu'il y a de bien en analyse transactionnelle, c'est qu'il y a pas de bien, il y a pas de mal, il y a pas de bon, il y a pas de mauvais. Il y a que ce qui est aidant et ce qui est limitant. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça il y a plus de jugement. Il y a ce qui est aidant, il y a ce qui est limitant et dans ce qui est aidant et limitant, eh bien, figurez-vous que chaque chose a son aspect aidant et son aspect limitant. Les signes de reconnaissance conditionnelle ont comme aspect aidant, finalement, d'être, faciles à assimiler. Je vous explique. Si vous me dites: «Ah, tu es belle avec cette robe», à condition que je sois en robe, je peux me nourrir du compliment. Si vous me dites: «Ce que j'aime chez toi, c'est que tu as toujours le sourire», sauf si je suis en train de faire la tête et je suis en train de sourire, je peux m'approprier le compliment. Donc, alors je vais faire un parallèle, je vais faire hurler les nutritionnistes, pardon, parce que je sais qu'on est passé à autre chose depuis bien longtemps, mais on pourrait considérer que les conditionnels sont un peu l'équivalent des sucres rapides. Comme une petite barre, chocolatée, vous me donnez un signe de reconnaissance conditionnel, je peux la croquer tout de suite, le sucre est tout de suite dans le sang, j'ai la pêche tout de suite: «Ah bah merci pour le compliment» et cetera. Comme les sucres rapides, et ben, ça dure pas. C'est ça le problème du signe de reconnaissance conditionnelle. Je suis peu nourrie par un signe de reconnaissance conditionnelle. Ça me donne un petit coup de fouet sur le moment et exactement comme le sucre rapide, ça peut développer une dépendance. C'est-à-dire qu'on peut arriver à conditionner quelqu'un avec des conditionnels, hein. Condition, conditionné, conditionnel, ça va ensemble. C'est-à-dire que si vous me dites que je suis belle avec cette robe, je vais beaucoup porter cette robe pour que vous me redisiez que je suis belle. Si vous me dites: «Ah, ce que j'aime chez toi, c'est que tu as toujours le sourire», je vais sourire de plus en plus et de plus en plus pour que vous me redonniez des signes de reconnaissance et que vous louez mon sourire. Donc ça peut, déboucher sur quelque chose d'un peu manipulatoire, hein, puisqu'on peut ensuite utiliser avec les conditionnels le bâton et la carotte. Ça j'aime bien, ça j'aime pas. Quand tu te comportes comme ça, je te donne un petit sucre, sucré et quand tu te comportes comme j'aime pas, je te donne un signe de reconnaissance négatif et petit à petit, on peut vraiment arriver à conditionner les gens comme ça. Donc ça, c'est les inconvénients du conditionnel. Par contre, les aspects positifs, c'est qu'ils sont réversibles, donc c'est quand même pas négligeable. Et puis, c'est aussi important que les gens puissent se situer par rapport à nous. C'est important que je me définisse en disant: «J'aime, j'aime pas, j'apprécie, j'apprécie pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord». Donc les conditionnels permettent ça, de dire, oui, non, ce comportement-là, ça et cetera. Donc voilà, les conditionnels, des sucres rapides qui donnent un petit coup de fouet, mais qui ne durent pas longtemps, qui peuvent nous mettre en dépendance, qui peuvent même nous insécuriser. Parce que si j'ai que des petites barres chocolatées pour me nourrir, je vais être beaucoup plus angoissée que si j'ai un repas bien copieux, forcément. Là, je prendrais plutôt la métaphore, si vous avez un tout petit réservoir d'essence et que vous devez traverser le désert, le fait d'être tout le temps en train de guetter la prochaine pompe pour faire le plein, ça va beaucoup vous gâcher le plaisir du trajet. Alors si vous avez un gros réservoir que vous remplissez une bonne fois pour traverser votre désert, vous serez beaucoup plus en sécurité. Donc paradoxalement, les conditionnels, si c'est notre seule base de nourriture, eh bien ça nous insécurise beaucoup et on est perdu dans une quête permanente de signes de reconnaissance pour se sentir exister avec des tout petits signes par-ci, par-là. C'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Ça n'aide pas la personne à développer son autonomie. Les signes de reconnaissance conditionnels rendent dépendants. Si on n'a que ça, 100 ans, hein. Mais à côté de ça, ça permet à l'autre de se situer par rapport à nous et comme ils sont réversibles, si j'ai fait une bêtise, il suffit que j'arrête de faire la bêtise et on m'aimera à nouveau pareil. Jacques Salomé parle de l'escroquerie morale qu'il y a à faire croire à un enfant qu'il pourrait avoir plus ou moins d'amour en fonction de ses comportements. Et on retrouve ça finalement quand on ne fait que donner des signes de reconnaissance conditionnels à son enfant, et qu'il doit tout le temps être en train de guetter notre approbation dans tout ce qu'il fait. Dans ce cas-là, oui, il y a une escroquerie morale.
on lui dit: «Je t'aime tant que tu te comportes comme j'attends de toi que tu te comportes et le jour où tu te comportes pas comme je veux et bah, du coup, tu vas être sanctionné et tu vas perdre mon amour». Donc c'est là où interviennent les fameux inconditionnels. Inconditionnels positifs ou inconditionnels négatifs. Comme leur nom l'indique, les inconditionnels sont donnés sans condition. Ça n'a pas du tout la même portée si je dis à ma meilleure amie: «Oh, tu es belle avec cette robe» ou si je lui dis: «Mais quelle belle femme tu es». Bien d'accord, ça n'a pas du tout la même portée. Si c'est une belle femme, elle met une robe, elle met un pantalon, elle s'en fiche, elle est belle, point. Elle a rien à faire de plus. Les inconditionnels sont donnés sans condition. Comme ils sont donnés sans condition, ils nous touchent beaucoup plus profondément. Ils nous touchent dans notre identité, qui je suis. Ils nous touchent dans notre valeur, belle, bonne personne ou pas. Et ils nous touchent dans quelque chose de très mal connu, nos capacités. Et là, je voudrais faire juste une petite parenthèse sur les capacités, parce que c'est un point qui est hyper important. On va faire un petit saut de l'analyse transactionnelle à la PNL. En PNL, on considère que chaque être humain porte en lui toutes les capacités de l'humanité. Je porte en moi toutes les capacités de l'humanité. Le principe est le suivant, si quelqu'un dans le monde a pu faire quelque chose, je peux, moi, en utilisant mon cerveau de la même façon, faire la même chose. Mais après, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire, si je me mets au violon, je ne dois pas comparer ma pratique du violon et mes capacités à jouer du violon avec celles d'un violoniste de talent qui a déjà 40 ans de scène et qui s'entraîne 7 heures par jour, par exemple, hein. Il faut comparer ce qui est comparable. Mais si j'utilise mon cerveau exactement comme une personne, je peux faire exactement la même chose en m'en donnant exactement les mêmes moyens. Quelquefois, j'ai des petites réflexions: «Oui, mais si on est handicapé alors?» et cetera. Oui, bien sûr, ça a ses limites. Ceci dit, il y a des gens handicapés qui font des trucs que moi je ne ferais pas, comme par exemple de traverser la Manche à la nage en n'ayant pas de bras, pas de jambes. Moi, j'ai des bras, des jambes, mais je ne traverserai pas la nage. Donc, j'ai des capacités en moi, qu'eux utilisent mieux que moi. Donc, l'idée, elle reste quand même valide. Nous portons en nous toutes les capacités de l'humanité en sommeil. En sommeil. À l'intérieur de moi, il y a plein de capacités qui dorment. Il y a plein de capacités qui dorment et qui demandent qu'à se réveiller si j'en ai besoin ou si j'en ai envie. Prendre un exemple, tout bête, heu, peut-être qu'il y en a parmi vous qui parlent chinois. Moi, je ne parle pas chinois. Ma capacité à parler chinois, elle est profondément endormie. Donc, si vous me regardez aujourd'hui, je pourrais tout à fait vous dire: «Je suis nulle en chinois». Mais non, je suis pas nulle en chinois. J'ai juste laissé dormir ma capacité à parler chinois. Mais imaginez que demain je tombe éperdument amoureuse d'un Chinois, ma capacité à parler chinois, elle va se réveiller. Elle va se réveiller, mais tout de suite. Et je vais faire des progrès fulgurants en chinois, là. Je peux vous dire que ma capacité à parler le chinois, elle va se développer, à vitesse grand V. Donc pour l'instant, elle est endormie, mais si demain, pour des tas de raisons, hein, ça pourrait être aussi parce que je suis enfermée dans une prison chinoise. Je me mettrai aussi au chinois, hein, si on m'enferme dans une prison chinoise. Les progrès sont moins flagrants et le plaisir ne sera peut-être pas au rendez-vous, mais ma capacité à parler chinois, elle va se réveiller aussi. Donc cette capacité à parler chinois, elle dort, mais si pour X raison, elle a une raison de se réveiller, elle va se déployer. Donc ça, c'est hyper important pour vous et aussi pour tous les enseignants qui pourraient m'écouter maintenant. Quelqu'un de nul, ça n'existe pas. S'il vous arrive de penser: «Oh, de toute façon, je suis nul en dessin» ou «Je suis nul en maths» ou «Je suis nul en déco», arrêtez de le dire comme ça, dites plutôt: «Je n'ai pas encore réveillé
mes capacités mathématiques, ou je n'ai pas encore, réveillé mes capacités en déco. Elles dorment profondément, mais ne dites pas: «Je suis nul». Nous portons en nous toutes les capacités de l'humanité et c'est ça qui est grave, parce que quand on vous dit que vous êtes nul, on est en train d'assassiner une capacité endormie. Si on dit à un élève: «De toute façon, tu es nul en maths», on est en train d'assassiner sa capacité, à faire des maths, alors qu'elle était juste en train de dormir et que personne n'avait trouvé encore le moyen de la réveiller. Donc ça, c'est vraiment important. Quand un professeur dit à un élève qu'il est nul, c'est lui qui est nul parce qu'il est en train d'assassiner une capacité qu'il n'a pas été foutu de réveiller, hein. C'est aux enseignants, c'est à nous les adultes de réveiller les capacités endormies chez nos élèves et non pas de leur reprocher de ne pas les avoir. C'est nous qui n'avons pas su. Après, on ne va pas développer toutes nos capacités non plus, on n'a pas besoin. Mais si, par exemple, vous êtes en souffrance, je sais pas, quand vous allez chez vos amis, vous avez des complexes parce que c'est toujours super bien décoré chez eux, puis, chez vous, c'est moche. Heu, Dites-vous simplement: «Ma capacité à décorer ma maison, elle est juste endormie». C'est pas si compliqué de la réveiller. Vous commencez à acheter des magazines de déco, vous allez sur des sites, vous pouvez même faire des stages. Apprendre à décorer sa maison, c'est à la portée de tout le monde, à condition de le vouloir, de croire que c'est possible et de s'en donner les moyens, puis d'en avoir envie. Donc voilà, bonne nouvelle de la soirée, vous avez en vous toutes les capacités de l'humanité. Choisissez celles que vous auriez envie de réveiller au lieu de vous désespérer de ne pas les avoir. Revenons à nos signes de reconnaissance inconditionnelle. Je vous rappelle que depuis le début de cette conférence, nous parlons de vie et de mort. Nous parlons de vie et de mort. Les petits bébés sans signe de reconnaissance, les petits chimpanzés sans signe de reconnaissance, ils se ratatinent et ils meurent. Donc on parle de vie, vraiment de vie. Donc les signes de reconnaissance inconditionnellement négatifs, inconditionnellement positifs, pardon, ça m'apprendre à faire 2 choses à la fois. Je suis en train de dessiner un gros cœur, hein, sur mes signes de reconnaissance inconditionnellement positifs. Les signes de reconnaissance inconditionnellement positifs sont la source de ma santé au sens le plus strict, ma santé, ma joie de vivre, mon envie de grandir, de progresser, de m'épanouir, d'évoluer et ma fameuse confiance en moi. Je ne peux avoir confiance en moi que si je sens que de manière inconditionnelle, je suis quelqu'un de bien, quelqu'un qui a de la valeur et quelqu'un qui est capable. C'est là que se situe notre confiance en nous. Je sais que j'ai les capacités de toute l'humanité en sommeil à l'intérieur de moi et que je peux choisir de les réveiller ou pas. Je sais que j'ai de la valeur, que je compte aux yeux de certaines personnes. Je sais que je suis quelqu'un de bien et d'aimable et à partir de là, j'ai vraiment mon compte de confiance en moi pour attaquer la vie. Donc il faut vraiment reprendre l'habitude de se donner des signes de reconnaissance inconditionnellement positifs parce que ce sont les plus nourrissants pour nous, ceux qui sont toute la signe de notre santé, de notre joie de vivre, de notre évolution. C'est vraiment hyper important, hem, de se donner ces signes de reconnaissance inconditionnelle positifs. De dire: «Tu es belle» au lieu de dire: «Ah, tu es bien coiffée aujourd'hui». De dire: «Tu es belle, tu es beau, tu es intelligent», je vous avais fait passer il y a pas très longtemps, j'avais adoré sur Facebook, c'était un joli petit gars, québécois qui disait face caméra: «Tu es une bombe, tu es merveilleux, tu es vraiment merveilleux, tu le sais que tu es merveilleux». Et il disait plein de gentillesses comme ça en nous regardant dans les yeux et ça fait tellement du bien, même si c'est par caméra interposée. Donc je vous le dis ce soir, vous êtes merveilleux, vous êtes des belles personnes, vous avez plein de valeurs et puis toutes les capacités que vous pouvez déployer, nourrissez-vous de ça, soyez-en certains. Vous êtes des belles personnes, vous êtes des bonnes personnes, hein, et vous méritez tout l'amour de l'univers.
Si les gens ne vous apprécient pas, c'est que vraiment ils passent à côté de quelque chose, quoi. Donc ça, c'est les signes de reconnaissance inconditionnellement positifs. Et puis inversement, vous avez les signes de reconnaissance inconditionnellement négatifs. Et là, je fais une grosse croix dessus. Parce que ceux-là, ils sont profondément destructeurs et ils rendent autodestructeurs. Ça n'aura pas du tout la même valeur de dire à un enfant: «Tu es méchant quand tu mords», conditionnel, c'est le fait de mordre qui est méchant. Quand on dit: «Tu es méchant», tu es méchant, il ne peut rien faire pour le changer, c'est un conditionnel. Alors que si on lui dit: «Tu es méchant quand tu mords», le fait qu'il arrête de mordre fait qu'il sera plus méchant, c'est réversible. Donc on ne devrait jamais donner de signes de reconnaissance inconditionnellement négatifs à quelqu'un parce qu'ils sont trop destructeurs. Dire à quelqu'un: «Tu es nul, tu es con, tu es» je sais pas, j'ai tellement perdu l'habitude de les utiliser, j'en trouve pas sous le coude. Heu, c'est monstrueux et c'est d'autant plus monstrueux que non seulement ça nous détruit notre potentiel de joie de vivre, de confiance en nous, de certitude d'être quelqu'un de bien, mais en plus ça nous rend autodestructeurs parce que ça nous met dans une logique complètement foireuse. Vous me trouvez méchante? Vous avez rien vu. Je vais devenir tellement méchante que vous vous rendrez compte qu'au moment où vous m'avez traité de méchante, vous étiez en train de vous tromper. C'est exactement ça, le mécanisme d'autodestruction dans lequel on se met. Vous me trouvez méchante, vous avez rien vu, je vais le devenir vraiment et et à cause de ça, c'est presque des mauvais sorts qu'on joue aux gens, qu'on lance aux gens quand on leur dit: «Tu es ci, tu es bête, tu es pénible, tu es une emmerdeuse». Tout ça, ce sont des tu es une menteuse ou tu es un menteur. Tout ça, ce sont des signes de reconnaissance inconditionnelle qui sont destructeurs, qui nous bousillent complètement et qui nous mettent après dans des processus d'autodestruction. J'ai oublié, je voulais vous le préparer avant la conférence, c'est Sacha Guitry qui a écrit comme ça une petite phrase que j'aime beaucoup. Donc il faut que je vous la dise de mémoire du coup, puisque je ne l'ai pas sous le coude, j'ai pas eu le temps de la rechercher. Hem, ces gens qui disaient que j'étais jouisseur, amoral, infidèle, et sans gêne, puissais-je le devenir pour que, voyant la différence, ils en restent confondus. Vous voyez, c'est tout ce mécanisme-là. Donc les signes de reconnaissance inconditionnellement négatifs, plus jamais, plus jamais. Par contre, vous êtes bienvenus à donner des signes de reconnaissance conditionnellement négatifs en disant: «Ce comportement-là, je ne l'apprécie pas. Je n'apprécie pas quand tu mens, je ne suis pas d'accord pour que tu me parles sur ce ton», et de donner des feedbacks aux autres, mais en utilisant le conditionnel, c'est-à-dire en lui donnant vraiment l'opportunité de pouvoir, le rendre réversible. Alors, toutes ces histoires d'échanges de signes de reconnaissance positifs, négatifs et cetera, c'est résumé en analyse transactionnelle sous une petite phrase, un petit dicton qui dit, heu: «Il n'est pas nécessaire de tuer les crapauds, il suffit de réveiller les princes». Et effectivement, ça sert à rien de tuer les crapauds, autant réveiller les princes endormis dans les crapauds. Et comment on réveille les princes et les princesses? Eh bien, à grands coups de signes de reconnaissance inconditionnellement positifs. Quand j'ai appris tout ça, hein, que tout ça, moi j'étais hôtesse de l'air à l'époque, heu et ça m'intéressait beaucoup et il y avait une escale dans laquelle on descendait avec ma compagnie aérienne et la chef d'escale était quelqu'un de très désagréable. Quelqu'un qui criait beaucoup, qui était jamais d'accord, qui nous envoyait promener pas mal. Elle était pratiquement toujours de mauvaise humeur et les rapports s'accumulaient: «Oui, à cette escale, c'est pas possible, on s'est encore fait crier dessus, elle a pas voulu aller nous chercher notre météo, on n'a pas vu les glaçons». Enfin, il y avait des rapports, je voyais bien sur les livres de bord des avions que tout le monde se plaignait d'elle, heu, à l'escale parce qu'elle était désagréable. Et moi, je venais d'apprendre ces outils dont je vous parle là sur les shows doudous, le fait de dire des trucs positifs qui réveillent les princes et les princesses dans les crapauds et tout. Et donc
Elle monte à bord, j'entends qu'il criait sur les bagagistes sur le tarmac. Elle monte à bord de l'avion et je l'accueille avec un très insincère, très expérimental en plus. «Waouh, Joël, tu rentres de vacances, tu bonne mine». Et ma Joël, elle rentre à bord avec son air renfrogné. Mmh. Vacances? Bonne mine? Non, non, je rentre pas de vacances. Tu as besoin de quelque chose? Déjà, ça et donc je lui en remets une deuxième couche, hein. Moi, j'étais partie pour faire mes expérimentations et donc je dis à Joël: «Non, j'ai besoin de rien, je te remercie. Comme d'habitude dans cette escale, tout est impeccablement, organisé. Je sais pas comment tu fais, mais tout est toujours d'équerre». Elle est redescendue de l'avion sur un nuage. Cui, 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 cui. J'avais réveillé la princesse dans le crapaud. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que, moi, à partir de ce jour-là, je n'ai plus connu que la princesse. À chaque fois que je passe qu'on passait en escale dans cet aéroport, hem, visiblement, elle était toujours aussi odieuse avec les autres, mais quand elle voyait que c'était moi à bord, grand sourire et j'avais tout ce que je voulais et elle était prévenante: «Veux-tu que je te prévienne? Je vais lancer l'embarquement et tout». Adorable, adorable. Des années après, j'avais quitté la compagnie aérienne et j'étais passagère, sur un vol et je faisais la queue comme tout le monde. J'avais plus de passe-droit à ce moment-là et elle passait, avec son air renfrogné dans l'aéroport. Elle m'a vue, son visage s'est éclairé. 5 ans après que j'ai quitté la compagnie, elle s'est occupée de moi, j'ai eu un service VIP. Donc ça vaut vraiment le coup de réveiller les princes et les princesses endormis, dans les crapauds parce qu'une fois qu'ils sont réveillés et ben, c'est tout bénéfice pour nous. Donc à grands coups de signes de reconnaissance inconditionnellement positifs. Par contre, il y a quelque chose qui est très important, c'est que normalement un signe de reconnaissance doit être dosé. Pas mettre, là, si je dis: «Ah, tu es extraordinaire, tu es formidable, tu es merveilleux», hors de contexte, au bout d'un moment, c'est un peu lourdingue, on n'y croit plus trop. Donc doser, on en met une petite dose, personnaliser, contextualiser autant qu'on peut pour que la personne puisse vraiment s'approprier, s'approprier ce signe de reconnaissance. Mais ça marche dans plein de situations. Je vais vous en donner une autre. Un jour, je passais en caisse dans une petite supérette et comme c'était une petite supérette, la caissière n'avait pas de blouse, elle avait un pull-over très bizarre. C'était un pull-over en forme de drapeau américain, donc avec un bras avec, les étoiles, les rayures, enfin un drapeau son pull, c'était un drapeau américain et il y avait une bande ouverte, fermée avec des épingles à nourrice. Donc ça faisait une bande ajourée avec des épingles à nourrice. Et son pull, m'accrochait un peu les yeux et donc on passe en caisse et je dis à la caissière: «Vous avez un pull très original». J'ai pas dit beau, hein, je le trouvais pas très beau son pull, mais par contre, oui, je le trouvais un peu fascinant. Vous avez un pull très original. La caissière s'épanouit et me dit, «C'est moi qui l'ai fait». Elle a tellement été contente, elle me dit: «C'est moi qui l'ai fait» et je lui demande, deuxième question, je lui dis: «Et vous aviez un modèle?» Et là, encore plus épanouie, elle me dit: «Non, c'est moi qui ai tout inventé» et je lui dis en passant en caisse, heu: «Eh bien, je vous félicite pour votre créativité». Quand on s'est éloigné, mon fils qui était tout petit à l'époque, il avait une dizaine d'années, il se marrait, il me fait: «Ouah, dis donc, tu t'y connais vachement pour mettre les gens de bonne humeur». Je trouvais que c'était super mignon et effectivement, essayer de vous mettre 2 minutes à la place de cette jeune femme en caisse. Elle s'était cassé la tête à réfléchir à comment faire un pull qui sortirait de l'ordinaire. Elle l'avait tricoté elle-même, elle l'arborait en caisse et personne ne le remarquait. C'est pas gentil. Donc je lui ai pas à aucun moment j'ai menti. Je lui ai pas dit, «Votre pull est sensationnel, je veux le même». Je lui ai simplement dit qu'il était original, qu'elle était très créative et en fait, ça lui a fait la journée. Donc c'est pas très compliqué de faire du bien aux autres. Il suffit de semer comme ça des graines de bonne humeur, de joie de vivre, de santé, en simplement validant de manière inconditionnelle ce qui est grand, ce qui est beau, ce qui est original chez les gens pour leur permettre d'exister. C'est pas plus compliqué que ça, en principe. En principe, parce que depuis la nuit des temps,
existent des espèces de règles d'économie implicites qu'on connaît tous, qu'on applique tous et qui nous pourrissent la vie. Des règles d'économie, des signes de reconnaissance qui fait qu'on n'ose pas se donner les signes mutuellement, les signes de reconnaissance dont nous avons besoin pour nous sentir en pleine santé, pour nous sentir plein de confiance en nous, pour sentir qu'on est beau, intelligent, capable et qu'on mérite ce qui nous arrive. Alors ces règles d'économie, elles sont au nombre de 5. On va en parler ensemble. Moi, je pense que dans ces règles d'économie, à un moment, je pensais que c'était surtout très judéo-chrétien, des fois que vous seriez heureux et de bonne humeur, vous êtes pas un bon chrétien, il faut en baver pour gagner son parapluie, on n'est pas son paradis. On n'est pas là pour, s'amuser, on est là pour en baver au maximum, pour mériter, notre au-delà. Mais j'ai retrouvé depuis que dans certaines superstitions chinoises, par exemple, quand un enfant naît, un petit garçon, parce que les petites filles, on les jetait dans la rivière, c'était pas un problème. Quand un petit garçon naît, quand les gens se penchent au-dessus du berceau, il fallait qu'ils s'écrient à haute voix: «Oh là là, que cet enfant est vilain et malingre! C'est sûr, il ne vivra pas, il ne résistera pas». En fait, le but, c'était de tromper les dieux pour qu'ils ne soient pas jaloux du bel enfant qui était dans ce berceau et qu'ils ne viennent pas l'enlever à ses parents. Vous voyez, je pense que dans ces règles d'économie, il y a énormément de superstition, de peur du bonheur, de peur, finalement d'avoir été heureux en croyant que si on est malheureux, que si on est tout le temps malheureux, ça nous empêchera de l'être. Comme si le fait d'être heureux, ça allait changer quelque chose. Alors qu'en fait, si vous y regardez bien la vie, c'est une alternance de bons et de mauvais moments et c'est pas parce que j'ai profité des bons moments que pour autant je vais les payer par des mauvais moments et c'est pas parce que j'en ai pas profité que pour autant j'aurai pas des ennuis par la suite. Donc autant prendre le bon quand il est là et laisser le mauvais et puis subir le mauvais quand il est là aussi, plutôt que de s'empêcher de manger son pain blanc en prévision des jours où on aura du pain noir. Voilà, c'est toute la superstition humaine, la peur d'être heureux, la peur du bonheur, la peur d'être en bonne santé, riche et bien portant, c'est terrible quand même, hein, c'est terrible. Alors, ces règles d'économie, elles sont au nombre de 5 et on va les regarder ensemble. Donc, hem, 5 règles d'économie. La première règle d'économie, c'est: ne donne pas de signes de reconnaissance librement. Mon collègue, il est super mignon et alors quand il arrive en plus avec sa barbe de 3 jours, qui s'est pas rasé, qui est tout endormi, avec les cheveux en bataille, mais il est chou, il est chou. Mais je vais pas lui dire, il va s'imaginer que je le drague, c'est pas possible. Je peux pas juste lui dire qu'il est craquant, point. En tout bien, tout honneur, juste parce que je trouve qu'il est craquant. Si je lui dis ça, mon Dieu, il va se passer des trucs, il va se c'est pas possible. De même, si vous êtes invité à déjeuner, quoi que vous ayez mangé au cours du repas, quoi qu'on vous ait préparé, il est de bon ton que vous disiez que le repas était délicieux, que vous avez très bien mangé, même si c'est pas le cas. Donc c'est tout le problème, c'est comme on n'est pas libre de donner ces signes de reconnaissance, ils perdent de leur saveur, hein. Si je vous ai invité à dîner, sachant c'est pas un bon exemple. Tant pis, je vais au bout, je vous dirai pourquoi c'est pas un bon exemple. Si je vous ai invité à dîner, que ce soit vrai ou pas, vous serez bien obligé à la fin du repas de dire que le repas était délicieux et que pour me remercier que vous avez très bien mangé. Donc pourquoi ça me fait marrer? Parce que, c'est la cuisine, c'est pas forcément, le domaine dans lequel j'excelle. Ça fait pas partie des capacités que j'ai franchement, réveillées. Donc c'est pour ça que ça me fait marrer. L'idée que le repas puisse être réellement bon, j'y crois moyennement. Enfin bon, c'est pas non plus, infect quand même, faut pas exagérer, mais enfin, si vous vous extasiez en me disant que vous avez très bien mangé chez moi, j'aurais quand même un peu du mal à vous croire. Donc, première règle d'économie, ne donne pas librement tes signes de reconnaissance. Donc maintenant, moi, je vous invite à donner librement tous les signes de reconnaissance que vous pouvez.
Heu, c'est de la santé, de la joie de vivre, de la confiance en soi que vous semez à chaque fois. Donc vous trouvez quelqu'un de beau, dites-lui, vous trouvez qu'il est bien coiffé, dites-lui, vous trouvez qu'il a une jolie voix, dites-lui, vous trouvez que ce qu'il a fait, c'est chouette, dites-lui, n'hésitez pas à dire aux gens: «Mais tu sais, je t'admire pour telle et telle capacité», dites-le. Si vous le pensez, il y a quelque chose d'absurde. Ma meilleure amie, c'est une fille, elle est belle, elle est drôle, elle est fabuleuse, c'est quelqu'un d'absolument génial. Puis je vous le dis à vous, puis à elle, je lui ai pas assez dit, puis aujourd'hui elle est morte et j'ai pas eu le temps de lui dire, alors qu'elle était la meilleure des amies. Donc c'est maintenant qu'il faut dire aux gens qu'on les aime et qu'ils sont merveilleux. À chaque fois que vous pensez du bien de quelqu'un, que ce soit du pull-over de la personne en caisse, de l'organisation de quelqu'un, même s'il est un peu ronchon, si c'est vraiment impeccablement organisé, dites-le lui. Tout ce que vous pouvez donner comme signe de reconnaissance positive, vous ferez du bien à toute l'humanité. Donc on supprime la première règle, hein, de ne pas donner librement et d'être à minima des signes de reconnaissance, donner, donner, donner. À chaque fois que vous pensez du bien de quelqu'un, dites-le lui, ça ne peut que lui faire du bien. Mais vous allez voir comme le système est bien verrouillé. Parce que quand bien même j'arriverais à faire un compliment et à dire à ma meilleure amie: «Ah, tu belle avec cette robe», elle va mettre, elle, en application la deuxième règle qui est: ne reçois pas les signes de reconnaissance librement. À chaque fois que vous faites un compliment, la personne en face, elle se débat avec, hein: «Ah, tu belle avec cette robe. Ah, penses-tu c'est un vieux chiffon, je l'ai eu en solde, puis me regarde pas, je suis pas coiffée et puis j'ai pris 3 kilos». On se défend contre les signes de reconnaissance, mais c'est une horreur à quel point on se défend, au lieu de les accepter simplement. Donc, je vais vous donner une petite clé bête et magique. Si on vous fait un compliment, au lieu de vous débattre avec le compliment, vous répondez sobrement: «Merci». «Ah, tu es belle avec cette robe. Merci». «Ah, il était bon ton dîner. Merci». «Ah, il est original votre pull. Merci». «Dis donc, tu t'es drôlement bien organisé. Merci». Point. Merci, c'est une façon d'accepter le compliment. J'ai envie de vous dire paradoxalement un peu d'humilité, accepter que les autres vous valident. Merci pour ton compliment, ça me fait du bien. Après quand vous êtes entraîné, vous pourrez dire plus, hein, vous pourrez dire: «Oh merci, ça me touche beaucoup, surtout venant de toi, parce que je sais à quel point, tu es capable d'apprécier telle ou telle chose». Merci, merci, c'est tout bête. Et pour contourner ceux qui ne sont pas capables de dire merci, quand vous donnez un signe de reconnaissance, le meilleur moyen qu'ils puissent pas ne pas l'attraper, c'est de vous le réapproprier. Si je dis à ma meilleure amie: «Tu es belle avec cette robe», elle peut dire: «Non, pas du tout», si je lui dis: «Je te trouve belle avec cette robe», elle peut plus rien dire, c'est mon avis. Je te trouve belle, je pense que j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour réappropriez-vous votre avis quand vous donnez des compliments. Comme ça la personne, bah, c'est votre avis et elle peut pas dire: «Non», elle peut pas dire: «Non, non, non, tu penses pas ça». Donc réapprendre à donner, réapprendre à recevoir. La troisième règle, elle est bien pourrie aussi, ne demande pas de signe de reconnaissance librement, hein. Il y a une expression que je trouve infecte, c'est de dire: «Tu fais l'âne pour avoir du son» quand on va à la pêche au compliment. C'est horrible. Il s'agit de ma santé, de ma joie de vivre, de ma vie. Il s'agit de ma vie. J'ai pas le droit de recevoir, j'ai pas le droit de demander, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai pas le droit de demander des signes de reconnaissance quand j'en ai besoin. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme on n'a pas le droit de les demander, quand on est en perte d'énergie, on passe en mode plaintif. Je me plains, je me plains, je me plains. À chaque fois que vous entendez quelqu'un se plaindre, c'est qu'il est en perte d'énergie. Alors, à part ceux qui utilisent la plainte pour vous pomper, c'est encore autre chose. Mais à chaque fois que quelqu'un que vous connaissez comme étant habituellement, pas quelqu'un de particulièrement plaintif, quand on passe en mode plaintif, c'est qu'on est en perte d'énergie. Mais vraiment. Donc
réapprendre à demander. Moi, quand je commence à me plaindre, il faut que j'ai le réflexe d'oser demander et et quand j'entends quelqu'un se plaindre, il faut que j'ai le réflexe de penser si cette personne se plaint, elle a besoin d'un signe de reconnaissance positive. Donc, par exemple, je suis en train de me plaindre que je suis fatiguée, au lieu de me dire: «Tu as qu'à te coucher plus tôt et prendre des vitamines», dites-moi: «Tu es fatiguée, mais avec tout ce que tu fais, ça m'étonne pas. Je sais même pas comment tu es encore debout. Je suis admirative de ton énergie». Vous me dites ça, moi qui étais en train de souligner que j'étais fatiguée, je me lève d'un bond de ma chaise et je repars pour la journée entière. Vous voyez le mécanisme? C'est juste une perte d'énergie vitale. Donc réapprendre à demander, mais réapprendre à demander à ceux qui savent donner, évidemment. Parce que je me souviens d'une fois où j'ai demandé à une de mes amies, je lui ai dit: Comment tu la trouves ma robe?» Ça faisait un moment que je la portais ma robe, elle me dit: «Comment tu la trouves ma robe?» Et ma copine m'a regardée, elle m'a dit: Je la trouve fleurie». J'ai dit: «Non, c'était pas la bonne personne à qui demander un signe de reconnaissance positive. Il vaudra mieux que j'aille demander ailleurs». Hem donc je suis allée demander ailleurs, et une autre copine m'a dit: «Écoute, elle est pas mal ta robe, mais je serais toi, je la rangerais dans le placard et je la ressortirais pour mes 50 ans». Je dis: «Bon, cette robe-là n'aura pas de succès, je vais me débrouiller autrement». Et oui, quand on demande, on n'obtient pas toujours ce qu'on voulait. Donc réapprendre à donner, réapprendre à recevoir, réapprendre à demander. Il y a une autre règle que je trouve épouvantable, c'est ne refuse pas les signes de reconnaissance négatifs, hein. Accepte la critique, accepte le feedback. La critique, le feedback, ça va me bousiller ma confiance en moi, ma joie de vivre, ça va complètement me décourager, ça va assassiner mes capacités et il faudrait que je fasse bonne figure et que j'accepte la critique. Oh! Mais je ne peux pas être parfaite moi. Je le sais que j'ai des défauts, hein, heureusement, je serais insupportable si j'avais pas de défauts. Vous vous rendez compte? Vous pourriez plus vivre avec moi si je n'avais que des qualités. Heureusement que j'ai des défauts, mais c'est pas la peine de mettre votre doigt en permanence sur mes défauts. Donc l'idée qu'il faut apprendre à accepter la critique, pour moi, elle est fausse. La critique, elle nous détruit. Donc ce qui est important à apprendre à faire, c'est à rendre à l'autre son avis. Et c'est aussi simple que ça, quelqu'un m'envoie un signe de reconnaissance négatif, je lui réponds: «C'est ton avis». Sous-entendu, pas le mien. C'est une façon de se protéger, c'est ton avis, hein. Et l'avis des autres en un mot, c'est la vie des autres en 2 mots, hein. Donc dans d'autres circonstances, dans d'autres stages, j'ai eu l'occasion de le dire, hein, je critique chez les autres les comportements que je m'interdis et qu'ils s'autorisent. Il y a beaucoup de critiques qui en disent bien plus sur la personne qui est en train de critiquer que sur celle à qui s'adresse la critique. Donc, prenez l'habitude de vous protéger des critiques des autres. C'est un des accords Toltec d'ailleurs. Quoi qu'il se passe, ne le prends pas à titre personnel. La personne qui critique exprime sa frustration, sa jalousie, son mécontentement. Ça ne t'appartient pas. Donc, le droit de refuser les signes de reconnaissance qui nous déplaisent. Donc c'est valide pour les critiques, mais ça peut être aussi quand c'est des signes de reconnaissance positifs, je dirais, inadéquats dans un contexte où ils ont rien à faire. Par exemple, quelqu'un qui vous fait un compliment physique dans une interaction où vous êtes pas là pour faire le beau ou la belle. C'est par exemple ce qu'on voit avec Ségolène Royal ou c'était Cécile Duflot. Elles étaient à l'Assemblée et elles se prenaient des réflexions, certes positives sur leur toilette, mais qui n'avait rien à faire là. On n'a pas à dire à une femme politique qui est sur le point de faire un discours politique que sa robe verte lui va bien avec les yeux ou de la siffler parce que sa robe a des fleurs. C'est quand les compliments, même si ce sont des compliments, sont hors contexte, vous avez le droit aussi de les refuser, de les recadrer en disant: «Ça, ça a rien à faire dans ce contexte». Mmh. Donc, réapprendre à donner, à recevoir, à demander, à refuser et vous allez voir que la 5e règle, elle vient verrouiller tout le système. Ne te donne pas de signe de reconnaissance positive, c'est-à-dire ne te vends pas.
J'en ai un besoin vital. C'est toute ma confiance en moi, toute ma joie de vivre, toute ma santé au sens le plus strict qui est en jeu. Je n'ai pas le droit de les donner, je n'ai pas le droit de les recevoir, je n'ai pas le droit de les demander, je ne peux pas refuser ceux qui me détruisent et je ne peux même pas m'auto-donner de signes de reconnaissance pour me permettre de rester en vie. Vous vous rendez compte comme le système d'économie, il est donc moi je vous invite vraiment maintenant à appliquer ce qu'on appelle en analyse transactionnelle les règles de gestion optimale qui sont apprendre à donner, à recevoir, à demander, à refuser et à s'auto-donner. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas ce soir, quand on aura raccroché, me dire: «Ma Christelle, tu as bien travaillé, hein, l'essentiel, c'est que je me sois fait plaisir après tout». Heu, Ça va gêner qui que je me dise ça à moi-même, hein? Donc réapprendre à se donner à soi-même les signes de reconnaissance mérités, alors factuels éventuellement, dosés, personnalisés et cetera. Mais quand j'ai fait quelque chose de bien, il faut que je puisse le valider aussi. Sinon, comment je fais pour entretenir ma confiance en moi? Alors ces 5 règles de gestion optimale des stimulations, eh bien, elles fonctionnent dans tous les domaines. Là, on parle de signes de reconnaissance, hein, des graines de santé, de joie de vivre et de confiance en soi, mais ça marche avec tout. Par exemple, avec l'argent. Avec l'argent, il faut savoir donner, il faut savoir recevoir, il faut savoir demander, il faut savoir refuser de payer et il faut savoir donner de l'argent, faire en sorte qu'il y ait une partie de mes revenus qui servent à mon bien-être et à mon plaisir. Donc, ça marche avec le temps, il faut savoir donner du temps, il faut savoir recevoir le temps que les gens nous accordent au lieu de s'excuser de les déranger. Il faut savoir demander: «Est-ce que tu peux m'accorder un moment?» Il faut savoir refuser: «Non, là, no way, j'ai pas le temps» et il faut savoir s'auto-donner du temps. Là, c'est ma petite demi-heure à moi, je me l'accorde. Ça marche avec tout. Vous allez voir, du temps, de l'amour, de l'argent, heu donner, recevoir, demander, refuser, s'auto-donner. Et quand on sait appliquer ces règles-là, eh bien, comme les signes de reconnaissance circulent de manière beaucoup plus abondante dans notre vie, eh bien, on se sent immédiatement mieux. La base est beaucoup plus solide. J'ai de la santé, j'ai de la joie de vivre, j'ai un processus de croissance qui est relancé puisque ça me donne envie de réveiller mes capacités, ça nourrit ma confiance en moi et tout ça fonctionne de manière fluide, comme une espèce de cercle vertueux, de boule de neige qui grossit. Plus j'ai confiance en moi, plus je vais faire des choses qui vont attirer les signes de reconnaissance. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir à propos de confiance en soi et vous voyez que par rapport au contexte actuel, nous sommes tous en privation de signes de reconnaissance, à rester tout seuls comme des couillons entre nos 4 murs, à se regarder avec des masques sans même pouvoir s'adresser un sourire, à pas avoir le droit de se toucher, de se faire des hugs et des câlins. On est tous en déperdition d'énergie. Alors, il faut soit transgresser les règles, oser se reprendre dans les bras, oser, se sourire, oser prendre vraiment du temps les uns pour les autres ou trouver d'autres moyens. Non, moi je ne crois pas que se dire bonjour avec le coude, ce soit vraiment quelque chose qui nourrisse au niveau du besoin de signes de reconnaissance, de strokes, de chaud doudou et de câlins dont un être humain a naturellement besoin. Donc c'est tout le paradoxe pour que nous soyons soi-disant en bonne santé physique, on nous prive de ce qui permet d'être en bonne santé physique. Si on continue comme ça, à nous enfermer, à nous mettre des couvre-feux et des confinements et cetera, il n'y a plus besoin du covid, on mourra de toute façon, comme les petits singes, hein, qui sont morts sans raison apparente, comme les bébés dans l'orphelinat, on va tous en mourir du manque de signes de reconnaissance. Donc c'est là où c'est vraiment important qu'on puisse, nous, inverser les tendances et qu'on remette de la vie dans la vie, du mouvement, des échanges humains et des tas de possibilités de se sentir vivant.
Une dernière chose, tout ce que je viens de vous raconter existe dans ce merveilleux livre, Le conte chaud et doux des chauds doudous, qui est un livre écrit par Claude Steiner et qui est paru chez Interéditions. Dans le conte chaud et doux des chauds doudous, Claude Steiner, qui était le numéro 2 mondial en analyse transactionnelle après Eric Berne, et qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, je crois il y a 3-4 ans qu'il est décédé. Dans ce conte chaud et doux des chauds doudous, il raconte ce que je viens de vous dire dans un conte pour enfants, où il explique que Timothée et Marguerite vivaient dans un pays où les chauds doudous étaient libres, abondants et où tout le monde se sentait chaud et doux. Et puis est arrivée dans ce pays une méchante sorcière qui s'appelait Belzéphar, qui a fait croire à tout le monde que s'ils gaspillaient les chauds doudous, ils n'en auraient plus. Donc les gens ont arrêté de se donner des chauds doudous. Puis comme ils mouraient et que ça ne l'arrangeait pas, Belzéphar leur a donné des froids piquants à la place. Et à cause de Belzéphar, les gens ont pris l'habitude d'échanger des froids piquants au lieu d'échanger des chauds doudous. Les froids piquants, ça nous rend froid et hargneux, mais ça nous maintient en vie. Les chauds doudous, ça nous rend chaud et doux de partout. Et ce que propose le conte chaud et doux des chauds doudous, tel que le propose Claude Steiner, c'est que nous nous transformions en Julie Doudou, qui est arrivée un jour dans ce triste pays où tout le monde échangeait des froids piquants et où Julie Doudou a appris aux enfants à rééchanger des chauds doudous. Et je vous présente Julie Doudou parce qu'elle est vraiment trop mignonne avec ses chaussettes. Et je la trouve, moi, les caméras, je trouve super douée. Regardez comme elle est belle, ma Julie Doudou. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le bon angle. Elle n'est pas jolie, ma Julie Doudou? Donc, il faut que nous redevenions tous des Julie Doudou pour donner des chauds doudous aux gens, pour qu'ils se sentent chauds et doux de partout, et pour que dans ce sinistre pays, la bonté, la gentillesse, le bien-être et la joie de vivre puissent circuler à nouveau en abondance dans notre quotidien. Voilà, c'était l'outil que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous donne plein de pistes maintenant pour être chaud et doux de partout. Si vous avez un conjoint, une conjointe à côté de vous, rappelez-vous, c'est une belle personne. Vous avez un peu trop oublié de lui dire, de dire à quel point elle était importante pour vous, à quel point vous la trouvez jolie, à quel point vous la trouvez drôle, à quel point vous la trouvez bonne. Et c'est le moment peut-être, hein, quand on aura fini cette vidéo, de lui dire tout le bien que vous pensez d'elle pour qu'elle se sente chaude et douce de partout. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre quelques minutes pour lire un petit peu vos commentaires et s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, eh bien, dans ce cas-là, je pourrais en rajouter. Alors, Quincy, tu as raison, refuse complètement tout ce qui nous détruit, tout ce qui nous décourage. C'est ton avis. Tu as le droit de ne pas m'aimer, mais moi, ça ne m'intéresse pas de le savoir. Et j'ai vu passer, mais je l'ai perdu, mais je l'ai vu passer, donc je m'en rappelle. La critique peut-elle être constructive? Bonne question. C'est ce qu'on nous a fait croire pendant des années, que la critique pouvait être constructive. On nous a vraiment fait croire qu'il fallait qu'on accepte le feedback, que ça nous permettait de nous améliorer, gna 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 gna. Moi, j'y crois pas. Je crois qu'on fait pousser chez l'autre les comportements que l'on arrose de son attention et qu'il vaut mieux arroser de votre attention ce que vous voulez voir pousser, c'est-à-dire les comportements positifs, plutôt que d'arroser de votre attention les comportements que vous voudriez voir régresser. Ça, c'est vraiment une règle intéressante pour compléter ce que je viens de dire. Je fais pousser chez l'autre les comportements que j'arrose de mon attention. Pourquoi? Parce que c'est vital pour l'autre. Si tel comportement chez moi retient votre attention, que ce soit en positif ou en négatif, je vais évidemment, moi, choisir d'amplifier ce comportement pour retenir votre attention.
Si maman me gronde quand je ne mets pas les chaussettes dans le coffre à linge sale, je vais de moins en moins mettre mes chaussettes dans le coffre à linge sale parce qu'à chaque fois qu'elle m'aura grondé, j'aurai une ration de vie. Je vous rappelle qu'on est dans la survie. Euh, Si maman me fait pas de compliments quand je fais les choses bien, ben, je ferai jamais les choses bien. Par contre, si j'ai des critiques quand je fais pas les choses bien, eh ben dans ce cas-là, je ferai les choses pas bien pour avoir les critiques à la place des compliments. Mais si, quand je fais quelque chose de bien, maman le relève et me félicite et me dit qu'elle est contente, c'est ces comportements-là que je vais amplifier. Alors je dis maman, mais c'est valide dans tous les contextes. Je fais pousser chez l'autre les comportements que j'arrose de mon attention. Donc, si vous voulez que l'autre change, arrosez de votre attention les comportements que vous voulez voir pousser, plutôt que d'être en train de le dénigrer et donc de lui détruire sa confiance en lui. Est-ce que c'est Pef qui a illustré? Oui, je crois. Oui, c'est illustré par Pef là. C'est ces illustrations. Elles sont très très mignonnes. Je suis super d'accord, hein. Mais oui, Bernadette, hein, on est trop chaud doudou tous. Hein, nous les pense trop sur toi, on est des gros chaud doudou ambulants. Ah, merci Zen qui me dit vous êtes formidable. Donc je mets en application ce que je vous ai dit. Merci Zen, ça me touche beaucoup. Voilà, voilà, plein de chaud doudou pour moi ce soir. C'est bien, je me nourris. Et Chacha, oui, et c'est bien de lire ce livre à ton fils parce que c'est vraiment la base des chauds doudous, hein, pour qu'on se sente chaud et doux de partout. Et c'est avec les chauds doudous qu'on réveille et les princes endormis dans les crapauds. Et voilà. Alors, Valérian me dit en tant que formateur, le Covid me fait travailler en distanciel à 95%. Je ne sais plus me nourrir de cette reconnaissance déformée par leur sourire et leur visage. Comment continuer à me nourrir? Alors, Valérian, je partage ça aussi. Ce soir, j'ai fait une conférence face caméra. Je ne vous ai pas vu. Par contre, je vois vos petits commentaires sur le côté. J'ai envie de dire, Valérian, il faut apprendre à se nourrir du peu qu'on reçoit. Le fait de vous savoir là déjà, les petits commentaires, et c'est vrai qu'un petit merci, eh ben, il faut vraiment que celui-là, je le mange. Je n'attende pas un énorme merci. J'ai un petit merci, je le pense, je le nourris. On est effectivement en détresse, et c'est vrai qu'en tant que conférencier, en tant que formateur, on a besoin de ce retour. Maintenant, moi, j'ai vraiment été étonnée dès mon premier webinaire. Je ne sais pas par quel canal ça passe, mais je sens que vous êtes là. Je sens que vous m'aimez. Moi, je vous aime. J'espère que ça passe aussi, que vous sentez que je vous aime. Et le lien, je ne saurais pas dire par quel canal, mais je le sens et je m'en nourris et j'espère que vous aussi. Donc, Valérian, peut-être il faut essayer de trouver peut-être carrément de la télépathie pour arriver à sentir la présence de l'autre. Mais je suis d'accord avec toi, c'est d'une violence, c'est d'une violence ces confinements et ces distanciations sociales. Mais quelle horreur, quelle horreur. Voilà, bon, a priori, il n'y a pas trop de questions. Il faut dire que je vous en ai donné, vous avez de quoi vous nourrir. Je vous ai donné un gros sac d'os à ronger pour un bon moment, parce que l'air de rien, il y en a des trucs dans ce que je vous ai dit, hein. Voilà, impeccable. Alors, pour info, donc, j'ai toujours mes webinaires qui sont en programmation. Le prochain webinaire, c'est le 20 mars. Dans ce webinaire, on va parler de langue de bois et de comment la détecter, la contrer et ne plus se laisser hypnotiser par les gens qui essayent de nous enfumer. C'est tout le programme de la journée. Au mois d'avril, ce seront des techniques d'affirmation de soi mouse face au manipulateur, comment être consistant face à un manipulateur et ne plus le laisser vous déstabiliser. Et puis en mai et en juin, on parlera du fait de trop penser. C'est des 2 stages pour les pense trop. Premier stage en mai, comment comment sortir de son faux self et libérer son vrai moi et comment licencier son tyran intérieur pour le remplacer par un coach sportif et dynamique.
Et puis au mois de juin, c'est comment gérer son hypersensibilité et en faire une force. Voilà, ce sont les webinaires, hein, que je vous propose. Je pense que d'ici le mois de juin, je vous aurai aussi reproposé des Facebook Live parce que ça me fait vraiment plaisir de faire ces petites conférences et puis de me dire qu'après, en plus, elles vont rester accessibles. Donc un bon moment, vous allez pouvoir les avoir en replay sur, Facebook et puis après, on va les récupérer et puis je les mettrai sur ma chaîne YouTube. La précédente vidéo est déjà sur YouTube. Vous pouvez la consulter. J'ai passé un excellent moment avec vous. J'espère que vous aussi. J'espère que tout ce que je vous ai dit va vous permettre vraiment de faire circuler le négatif, mon Dieu, de faire circuler le positif dans votre vie, faire en sorte que vous ayez un maximum de chaud doudou et que vous puissiez réveiller tous les princes dans les crapauds qui vous entourent. Je vous aime, je vous fais un énorme bisou. Bonne soirée à vous, pleine de chaud doudou et à une prochaine fois.